Bonjour, nous nous retrouvons pour cette dernière vidéo sur notre chapitre des matrices. Nous allons terminer la résolution des systèmes d'équations, encore une fois des systèmes linéaires de n équations à n inconnues, en refaisant le point sur la méthode du pivot de Gauss et en allant voir deux autres méthodes de résolution. Alors l'algorithme du pivot de Gauss que nous avons vu dans la vidéo précédente a donné lieu à un théorème dit du pivot de Gauss qui nous disait que si on a un système linéaire Nn, après triangularisation, les termes diagonaux de la matrice du système sont tous non nuls, alors S admet un unique n-uplet solution. Nous allons voir ça sur trois exemples où on va bien comprendre ce que signifient ces termes diagonaux tous non nuls. Les trois exemples avaient été proposés dans la vidéo numéro 4. Voici le premier. Alors, j'ai ici un système que je vais résoudre par pivot de Gauss, c'est-à-dire que je vais utiliser le pivot 2 pour commencer en essayant de créer des combinaisons linéaires entre ligne 2, ligne 1 et ligne 3, ligne 1, pour transformer les lignes 2 et 3, séparément bien sûr. Alors, par exemple, pour faire apparaître un coefficient 0 pour la variable x, je prends 2 ligne 1, 2 ligne 2, excusez-moi, et j'enlève ligne 1. Hein, donc j'aurai 2x moins 2x, donc 0 ici. Alors attention à l'ordre zy qui a été inversé ici, donc il ne faut pas se laisser piéger. Nous avons donc une première mise en forme sous forme de matrice avec ces combinaisons linéaires qui ont permis de faire apparaître des zéros. Donc 2 ligne 2 moins ligne 1 me donne pour y 4y moins 3y. J'ai dû faire 2 ligne 1, ligne 1 moins 2 ligne 2, oui, c'est ça. Et enfin, ouais, c'est ça, ligne 1 moins 2, ligne 2. Donc 3y moins 4y, donc moins y. Et enfin, moins z moins 2z, donc moins z plus 2z, 1z. Le coefficient constant, 1 moins 2 fois moins 1, 3. D'accord. Alors pour la ligne 3, je veux annuler moins x avec 2x, si je puis dire, en créant une bonne combinaison linéaire. Donc je vais bien sûr choisir ligne 1 plus 2, ligne 3. Donc en x, j'obtiendrai 0, en y, j'obtiendrai 3y plus 4y, 7y, et en z, j'obtiendrai moins z plus 2 fois moins z, moins 3z. Et le terme constant, 1 plus 2 fois 0, reste 1. Bref, vous l'avez compris, je ne vais pas refaire tout le détail des combinaisons linéaires, mais ce qui me reste à faire, c'est une dernière combinaison linéaire entre les lignes 2 et 3 en utilisant le pivot moins 1 pour faire disparaître ce 7. Autrement dit, je veux prendre 7 ligne 2 plus ligne 3. Et j'aurai moins 7 plus 7 à l'endroit désiré. Alors voilà ce qu'on obtient. Et le plus important pour nous, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe par rapport au théorème du pivot de Gauss. J'ai triangularisé la matrice du système. Alors attention, la matrice du système, ça n'est pas toute la matrice C, c'est la matrice carrée composée des trois premières colonnes. La matrice de droite, donc le vecteur qui nous reste, était issu des transformations du vecteur initial 1, moins 1, 0. Par contre, donc, cette matrice-là est devenue triangulaire, et on se souviendra que dans le chapitre, on avait affirmé et justifié en vidéo que le déterminant d'une matrice triangulaire n'était rien d'autre que le produit des termes diagonaux. Ce déterminant est donc forcément non nul, et il sera non nul si et seulement si tous les termes diagonaux sont non nuls. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour notre système et les solutions du système? Notre système aura une équation en troisième position qui est 4z égale 22, ce qui assure à z une existence et une unicité. En reportant cette valeur de z dans la deuxième équation nous dit moins y plus z égale 3, je vais trouver y qui existe et qui est unique. Et en reportant les valeurs de y et z dans la première équation, je vais finir par trouver une valeur pour x qui est unique. Donc effectivement, ce type-là de système, où après triangularisation, aucun des termes diagonaux n'est nul, va me conduire à un unique triplet solution ici, x, y, z. Alors regardons maintenant la différence avec des contre-exemples, justement, c'est ça qui va être plus important. Donc je prends maintenant ce système-là et j'applique mes combinaisons linéaires pour la règle du pivot de Gauss. Donc je commence avec les deux premières équations. Évidemment, vous pourrez me poser des questions si vous n'avez pas compris les transformations.
Et puis là, je commence à voir quelque chose d'étrange qui apparaît hein, entre les lignes 2 et 3. Elles se ressemblent, mais elles n'ont pas les mêmes terminaisons. Et là, je commence à me dire, c'est un petit peu bizarre. Comment se pourrait-il que 3y moins z soit égal à 3 et qu'en même temps 3y moins z soit égal à 5? Je commence à me dire que mon système est impossible. Mais allons jusqu'au bout et faisons la dernière combinaison linéaire pour faire apparaître un dernier 0. Et bien, si on fait apparaître un 0 en dessous du premier 3, il va se trouver une apparition d'un 0 en dessous de moins 1, vu l'égalité des coefficients que j'avais au départ. Et donc là, dans la diagonalisation de la matrice A du système, apparaît un 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dernière équation me dit 0 égale 2, ce qui est évidemment absurde. Et donc, j'ai affaire à un cas particulier, un système sans solution. Donc, ça n'est même pas la peine de chercher des valeurs pour y et pour x. La dernière équation me dit 0z égale 2. Z n'existe pas. Alors, un dernier cas particulier, où je modifie simplement la fin de la dernière équation. Égale 0 cette fois-ci. Donc, ça signifie, a priori, qu'après transformation, on risque de trouver un 0 aussi, on va voir. Donc, cette fois-ci, après la première transformation, j'obtiens deux lignes parfaitement identiques. 3y moins z égale 3, 3y moins z égale 3. Donc on se dit, bah, c'est cohérent, donc on peut continuer. Et effectivement, c'est cohérent, on continue. Mais si on continue, les deux dernières lignes étant identiques et faisant une combinaison linéaire entre les deux pour faire apparaître un 0 à gauche, eh bien des 0 apparaissent partout. Et donc la troisième équation me dit 0 égale 0. Donc qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec seulement deux équations qui relient les inconnus x, y et z. Donc tout ce que je peux faire, c'est écrire y en fonction de x et z en fonction de x. Bref, il va me rester un paramètre. Je vais retrouver une relation entre x, y et z, et non pas des valeurs précises pour x, y et z. Je suis dans ce dernier cas, dans le cas d'une infinité de solutions pour mon système. D'accord? Parce que j'avais une équation qui était évidente et qui n'apportait rien. Alors que dans le deuxième exemple, j'avais un système sans solution, parce que ma dernière équation était impossible. Donc on comprendra bien, si on admet ce qu'on vient de voir ici, qu'effectivement, à partir du moment où il apparaît un 0 dans cette diagonale, on est dans un cas particulier et qui va conduire soit à 0 solution, soit à une infinité de solutions. Par contre, si on n'a pas de 0 dans la diagonale, systématiquement, on va être conduit à un unique n-uplet solution. Alors, regardons maintenant sous un autre angle la notion de déterminant nul et de solution à un système, et on va se concentrer sur la dimension 2 et la dimension 3, des systèmes de deux équations à deux inconnus ou trois équations à trois inconnus. Commençons en dimension 2. Un système s'écrit ax plus by égale c, a'x plus b'y égale c'. Et imaginons cette fois-ci qu'on veut se faire une représentation graphique de ce système. On sait bien que dans le plan, ax plus by égale c représente une droite. Et a'x plus b'y égale c' représente une autre droite. Dans le cas général, ces deux droites ne sont pas parallèles et il n'existe qu'un seul couple xy qui puisse satisfaire les deux équations. Autrement dit, graphiquement, il n'existe qu'un seul point xy qui puisse appartenir aux deux droites. Donc ça, c'est le cas général. Mais il peut y avoir le cas particulier où les deux droites sont parallèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si je reviens sur mon écriture matricielle, que deux droites sont parallèles? Déjà, dans les équations cartésiennes de mes deux droites, dans mon système, je peux faire un rappel, c'est que deux droites sont parallèles si et seulement si les listes AB et A'B' sont proportionnelles. Par exemple, si j'ai 2, 10 et 6, 30. J'aurai deux droites parallèles, quels que soient les coefficients C. Or, le déterminant d'une matrice carrée de dimension 2 est nul si et seulement si il y a proportion. Donc justement, on retrouve cette notion-là, et on a une équivalence entre le déterminant de A est différent de 0, si et seulement si la solution est unique et on a un unique point sur notre plan, ou alors le déterminant de A est égal à 0, si et seulement si il y a proportion et les deux droites sont parallèles et je n'aurai pas une solution unique. Donc on va avoir deux droites parallèles qui sont distinctes si les coefficients C et C' ne sont pas dans la même proportion que AB et A'B'. Donc par exemple, si j'ai
2x plus 10y égale 1, et puis 6x plus 30y, donc des coefficients 3 fois plus importants, égale 10, et bien le coefficient C' vaut 10 fois le coefficient C. Donc ces deux équations ne sont pas identiques. Et donc j'ai deux droites parallèles et distinctes, comme me le montre la deuxième figure. Par contre, si j'ai 2x plus, qu'est-ce que j'avais pris, 10y égale 1 et 6x plus 30y égale 3, eh bien ces deux équations sont identiques. C'est la même droite. Donc je peux aussi avoir le cas, droite parallèle et confondue. Donc un déterminant égal à 0 pour la matrice du système va conduire soit à une infinité de solutions, droite confondue, soit à 0 solution, droite parallèle distincte. Alors, le rapport avec la méthode du pivot de Gauss, c'est que si je m'amuse à triangulariser la matrice A, eh bien, lorsque le déterminant de A est différent de 0, j'obtiendrai une matrice triangulaire qui va posséder deux coefficients sur la diagonale principale non nuls. Or, si le déterminant est égal à 0, vous pouvez être sûr que vous allez trouver un coefficient égal à 0 sur la diagonale après triangularisation. Alors, tout ça, ça peut se voir aisément en dimension 2. Voyons voir un cas un petit peu plus compliqué et subtil en dimension 3. J'ai trois équations à trois inconnus. Tout d'abord, que veut dire ax plus by plus cz égale d en dimension 3? Eh bien, ça n'est plus l'équation d'une droite. En fait, toute équation de ce type-là, quel que soit le nombre de dimensions et de variables, c'est l'équation d'un hyperplan de l'espace dans lequel on travaille. C'est-à-dire d'un espace d'une dimension de moins que l'espace dans lequel on est. Ici, par exemple, dans le plan, on avait l'équation d'une droite. Eh bien, cette équation-là, dans l'espace de dimension 3, c'est l'équation d'un plan. Donc je me retrouve avec un système de trois équations à croiser trois plans dans l'espace. Dans le cas général, j'ai un plan, j'ai un autre plan qui ne lui est pas parallèle, et j'ai un troisième plan qui n'est pas parallèle aux deux premiers. Très bien. Il se trouve qu'un seul point de l'espace appartient à ces trois plans à la fois. Et donc, dans le cas général, j'ai une solution unique, x, y, z, à mon système. Et puis, bien entendu, on va avoir les mêmes remarques qu'au-dessus, c'est-à-dire que si le déterminant de la matrice A est égal à 0, ça veut dire quelque chose. Alors, en dimension 3, le déterminant d'une matrice est égal à 0, pas seulement s'il y a proportion, il peut y avoir aussi liaison. Donc on va voir les deux cas de figure pour voir ce que ça veut dire graphiquement. D'abord, il est clair que si la liste ABC, par exemple, et la liste A'B'C' sont proportionnelles, eh bien ça va correspondre dans l'espace à deux plans parallèles. Et bien entendu, si j'ai la proportion et les deux plans parallèles, eh bien j'ai beau avoir un troisième plan qui n'est pas parallèle aux deux premiers, mais qui croise les deux premiers, je n'ai aucun point de l'espace qui soit commun aux trois plans. Hormis le cas où les deux plans parallèles soient en plus confondus, si les coefficients d et d' jouent bien leur rôle. À ce moment-là, je me retrouve avec une infinité de solutions. Le croisement des trois plans devient cette fois-ci une droite entière. Bon, qu'est-ce que c'est maintenant que la liaison? Une ligne ABC, par exemple, pourrait être combinaison linéaire des deux autres. Donc, par exemple, sans regarder les coefficients d, hein, la ligne 1 pourrait être égale, je ne sais pas moi, à 2 fois la ligne 2 moins 3 fois la ligne 3. Sans que les lignes soient prises deux par deux, proportionnelles entre elles. Donc sans que les plans soient parallèles sur la figure. Alors qu'est-ce que ça signifie justement sur la figure? Parce que j'ai quand même un cas de figure qui va me montrer, encore une fois, il n'y a pas une solution unique. J'ai donc un plan, première ligne de mon équation, enfin première équation, un deuxième plan qui n'est pas parallèle au premier, et un troisième plan qui n'est parallèle ni au premier ni au deuxième. Sauf que, lorsqu'il y a liaison entre les trois lignes, le troisième plan est parallèle à la droite d'intersection des deux premiers. Et donc, on a un vide de forme triangulaire qui s'est formé ici entre les trois plans, et qui a toujours la même forme, vers la gauche ou vers la droite, hein, vers l'infini, en fait, des dimensions des plans. Donc, je n'ai aucun point de l'espace qui appartienne aux trois plans à la fois. Donc, deux cas de figure encore une fois, et ça dépend des coefficients d', d' et des secondes. Dans le cas général, je vais avoir zéro solution, et dans un cas très particulier, le troisième plan en bleu
contient la ligne d'intersection des deux premiers. Et donc je me retrouve avec une infinité de solutions qui représentent toute une droite. Voilà. On n'a pas cité non plus le cas limite où les trois équations représenteraient en fait la même équation, c'est-à-dire le même plan. Les trois plans sont confondus et il y a une infinité de solutions qui cette fois-ci couvrent tout un plan. Donc c'est évidemment extrêmement rare, ça ne se produit pas en exercice parce que ce n'est pas très intéressant, mais ça existe. Voilà, mais en général, quand on a un cas particulier en dimension 3, c'est plutôt zéro solution ou alors toute une droite solution. Un petit peu comme en dimension 2. Alors, voyons maintenant, hormis le pivot de Gauss, deux autres méthodes pour résoudre un système, en utilisant évidemment des écritures matricielles. D'abord, la méthode de Cramer, qui, à mon sens, est une méthode extrêmement pratique. Le pivot de Gauss, bien sûr, aussi, hein, mais la méthode de Cramer va vite également. Et elle est extrêmement intelligente. Je prends un système composé de trois équations. Alors, ce système va donner une solution unique, hein, on n'est pas dans un cas particulier. Et je forme la matrice du système en prenant les coefficients de x, y et z dans le bon ordre. J'ai un déterminant de cette matrice que je vais calculer. Alors, vous pourrez vérifier, le déterminant de cette matrice vaut moins 28. Très bien. Alors, Cramer me dit qu'en utilisant correctement les coefficients moins 1, 4 et 12 et en les positionnant dans la matrice A, alors on peut calculer directement x, y et z, chacun de leur côté. Comment ça se passe? Eh bien, l'inconnu x numéro i, donc x1 ici serait x, x2 serait y, x3 serait z, est le rapport des déterminants de deux matrices. Au dénominateur, celui de A, on l'a déjà calculé, moins 28. Au numérateur, une matrice A indice I qui est transformée à partir de A. Et regardons bien comment on la transforme. Eh bien, je vais placer le vecteur B à la place de la première colonne de A, mais par contre, je reprends les deux colonnes qui existaient déjà dans la matrice A, pour la deuxième et la troisième. Pourquoi est-ce que je place le vecteur B en première position? Parce que je veux calculer la première inconnue, celle qui apparaît à gauche dans mon système. Et ça marche. C'est ça le pire. C'est que ce calcul résume exactement tout ce qui a pu être fait étape par étape dans le pivot de Gauss. Le déterminant de cette nouvelle matrice ne vaudra pas moins 28, bien entendu, mais il reste à calculer, il vaut ici 140. Et x, eh bien, je l'affirme, enfin c'est surtout Cramer qui l'affirme, vaut 140 sur moins 28. Résultat, moins 5. Je vous le donne en 1000 pour calculer y, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre la matrice A, mais cette fois-ci, la matrice A indice 2 est obtenue en transformant la deuxième colonne par le vecteur B. Par contre, je prends bien soin de reprendre la première colonne et la troisième de la matrice A. Le déterminant au numérateur va encore changer. Cette fois-ci, il vaut moins 42, 1,5. Évidemment, pour calculer Z, c'est la troisième colonne que je vais remplacer par le vecteur B, moins 1, 4, 12. Nouvelle valeur, 8. Voilà, mon système est résolu. Le triplet solution, qui est unique ici, est le triplet moins 5, 1,5, 8. Alors évidemment, cette méthode ne fonctionne que si le déterminant de A est au départ différent de 0, puisque dans les calculs, il se retrouve au dénominateur. C'est-à-dire que si vous êtes dans un cas particulier où il y a 0 solution ou une infinité, cette méthode-là ne vous sert à rien. Donc le pivot de Gauss a l'avantage de nous faire travailler un peu plus manuellement sur le système pour gérer aussi les cas particuliers. Mais cette méthode de Cramer est vraiment quelque chose d'exceptionnellement compact, on va dire, et qui est très efficace. Alors, bien entendu, on finira par celle-ci, la méthode par l'inversion de A est toujours possible. Quand on a commencé à parler de système dans ce chapitre, la première chose qu'on a dite, c'est le système est équivalent à AX égale B, et donc si A est inversible, alors je peux multiplier l'égalité AX égale B à gauche par A puissance moins 1 dans chaque membre. A puissance moins 1 AX égale A puissance moins 1 B. Donc, après simplification, X égale A puissance moins 1 B. Donc, si vous voulez connaître votre vecteur inconnu, vous n'avez qu'à calculer A puissance moins 1 fois B et c'est résolu. C'est exactement ce qu'on peut faire aussi.
Encore une fois, j'ai affaire à une méthode qui ne marche que si A puissance moins 1 existe, donc si on a un déterminant non nul. Très bien, donc prenons ce système, je le prends cette fois-ci en dimension 2, parce que déterminer l'inverse d'une matrice en dimension 2, c'est quand même beaucoup plus simple qu'en dimension 3. Donc en dimension 3, je vous conseille vivement de privilégier Cramer ou le pivot de Gauss. Mais le passage par l'inverse, il est aisément faisable en dimension 2. Et ça nous donne l'occasion de revoir comment former rapidement l'inverse d'une matrice de dimension 2. Alors, j'ai donc ici ma matrice A, 2, 5, 3, 9. Je veux absolument son inverse. J'ai besoin de son déterminant. Je rappelle que l'inverse de A vaut 1 sur déterminant de A, transposé de comatrice de A. Et là où on peut aller vite, c'est sur la transposée de la comatrice. Donc j'ai eu l'occasion de l'expliquer déjà. Si vous voulez obtenir T comme de A à partir de A, en dimension 2, vous n'avez qu'à échanger les termes de la diagonale principale, et sans les déplacer, changer juste les signes des autres termes. Donc, moins 9 va remplacer 2, 2 va remplacer moins 9, moins 5 va se transformer en 5, 3 va se transformer en moins 3. Et qu'est-ce que j'ai? L'inverse de A. Je n'ai plus qu'à l'utiliser pour la multiplier par le vecteur B, et j'obtiens mon vecteur X solution du système. Donc 1 sur moins 3, moins 9, 5, moins 3, 2, fois le vecteur 1, 2, qui était donc le vecteur B de notre système. Je finis les calculs. Moins 9 fois 1 plus moins 3 fois 2 va me donner moins 9, moins 6, donc moins 15. Moins 15 divisé par moins 3 va donner 5. 5 fois 1 plus 2 fois 2, 5 plus 4, 9, divisé par moins 3. Donc j'ai au bout le vecteur 5, moins 3, qui est mon vecteur x, c'est-à-dire le vecteur xy. Donc j'ai sous les yeux les valeurs de x et de y, solution de ce système. On peut vérifier, hein, x égale 5, y égale moins 3. La première équation me dit 2 fois 5 plus 3 fois moins 3 égale 1. Oui, 10 moins 9 égale 1. La deuxième équation me dit moins 5 fois 5, moins 9 fois moins 3 égale 2. Moins 5 fois 5, moins 25. Moins 9 fois moins 3, plus 27. Moins 25 plus 27 égale 2. Effectivement, ça fonctionne. Donc, à mon sens, en dimension 2, c'est le plus rapide. Mais encore une fois, c'est à mon sens. Hein, parce qu'effectivement, un système de toute façon de dimension 2, il est aisément soluble avec un pivot de Gauss, c'est-à-dire une petite combinaison linéaire, et on arrive à nos fins. Voilà, nous avons fini le contenu de ce chapitre sur les matrices. On ne manquera pas évidemment de revenir sur l'ensemble des exercices et de réfléchir sur les exercices de ce dernier TD où on utilise un petit peu toutes les méthodes à la fois. Merci, à très bientôt.